Backline, les coulisses de la musique avec Philippe Dog. Backline. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backline, les coulisses de la musique. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Sète, dans l'Hérault, pour parler d'un événement devenu, au fil des années, une véritable référence internationale pour les amateurs de jazz, de soul, de house, d'électro et finalement plus largement de musique sans frontières. C'est le Worldwide Festival. Pour revenir sur cette aventure exceptionnelle et évoquer les temps forts de cette édition du 20e anniversaire, je suis accompagné de Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Bonjour Yannick. Bonjour. Ainsi que de nos invités, Guillaume Salançon et Yvan Semeria. Bonjour. Allez, c'est parti. Backline, les coulisses de la musique. Yannick, je vous vois impatient de poser des questions à nos invités. Guillaume et Yvan, vous avez créé le festival en 2006 avec le célèbre DJ, producteur et explorateur musical Gilles Peterson, on y reviendra. Ce rendez-vous est devenu incontournable et célébré chaque année à Sète, et cette fois-ci c'est la 20e édition, 20 ans déjà. Chaque été, le festival transforme la ville de Sète en un immense laboratoire musical à ciel ouvert. Entre les concerts au Théâtre de la Mer, les DJ sets sur la plage, voire quelques afters, les rencontres et les découvertes artistiques sont nombreuses. C'est vrai Yannick, et 20 ans après sa création, on peut dire que le Worldwide Festival reste un festival à part, avec une identité que beaucoup lui envient. Oui, alors on a envie de vous demander la première question, comment est née cette idée en 2006 de lancer un festival à Sète, avec une majorité d'anglais notamment? Qui c'est qui veut répondre? Moi, je peux y aller. En fait, en 2006, à l'époque, avec Yvan et toute une équipe, Boris, Garfield, Paul, on avait un crew qui s'appelait Freshly Cut, et on organisait depuis... alors, Yvan avait commencé en 97. Moi, j'étais arrivé un peu plus sur le tard, en 2000, mais on organisait des soirées drum and bass qui nous plaisaient, qui marchaient très bien, et on avait envie, au bout de ça faisait 5-6 ans qu'on faisait ça, de transformer tout ça avec un festival. Donc on réfléchissait, on s'est posé beaucoup de questions, on avait envie de faire quelque chose qui nous ressemblait, on est des passionnés de musique, on aime la fête, rencontrer des gens, enfin c'était on aime que les soirées soient un peu ouvertes, et à la fin des Freshly Cut, on trouvait que c'était un petit peu fermé, donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut s'ouvrir un peu sur le monde. Et un jour avec Yvan, on a eu un problème qu'on raconte dans le livre d'ailleurs, qu'on sort pour cette occasion. On a eu un problème avec un DJ qui nous a amené à monter à Londres en urgence, et un lundi soir Yvan me dit viens, on va au bar Rumba voir Gilles Peterson, et c'était en 2004 à l'époque, et donc on va voir cette soirée, et là on passe une soirée extraordinaire, un lundi soir on hallucine, et on repart de là en se disant non en fait il faut faire un festival avec ce mec là, parce que il touche à tellement de sons, à tout ce qu'on aime, c'est tellement divers et varié, que voilà. Donc du coup on a eu cette idée là à ce moment là, et puis on l'a contacté, et puis voilà, les choses se sont faites. Et une question me brûle les lèvres, qui est Gilles Peterson et pourquoi son nom est-il aussi important dans le monde de la musique? Alors Gilles Peterson, son nom est important d'abord parce que ça sonne super bien. C'est un homme de radio avant tout, parce dès l'âge de 11 ans, il a fait lui-même, il a construit lui-même avec son père et des amis un émetteur radio pour avoir sa propre émission de radio à 11 ans. Ah ouais. Moi j'ai un fils de 14 ans, il est plus dans le football et le basket et des rappeurs nuls que vraiment sur le jazz, et il a vraiment construit cette radio pour émettre et passer du jazz, en plus un jazz très, très spécial, du jazz spirituel et du cosmo jazz. Et donc c'est vraiment un passionné de musique, un animateur de radio, et c'est comme ça que toute sa carrière après a découlé en directeur de label, puisqu'il a été à l'origine de l'acid jazz par exemple, et ensuite il a fondé un label Talking Loud, où sur ce label il a pu signer Jamiroquai. C'est lui qui a été à l'origine de passer les premières démos d'Amy Winehouse à des personnes qui après l'ont signé, et qui ont après, on sait la carrière qui est devenue celle d'Amy Winehouse, mais aussi The Roots, Erykah Badu, enfin tout un chef, même MC Solar, c'est lui qui a introduit MC Solar en public anglophone, et qui a été donc à l'origine du succès d'MC Solar aux États-Unis et en Angleterre. Donc voilà, Gilles Peterson, c'est quelqu'un qui concentre un petit peu toutes
toutes les passions de tous les genres de musique. Et c'est comme disait Guillaume, c'est vraiment, pour nous, le déclic a été évident. On a passé cette soirée avec lui, il passait toutes les musiques que nous on aimait. Et ça pouvait être de la house, de la jungle, du hip-hop, de la soul, du jazz. Il n'y avait pas de limite de genre. Et on s'est dit, nous on a envie d'un festival comme ça, où on n'a pas envie d'être dans une case. Mais de toute façon, c'était aussi comme ça qu'on était avec Yvan. On est arrivé, et puis avec tous les autres de l'équipe, on arrivait avec toutes nos envies, nos morceaux qu'on aimait, et c'était tout le temps différent. Et en fait, on n'avait pas envie, de rentrer dans une case, un peu comme il y avait à l'époque les mecs qui aimaient la house, les mecs qui aimaient la techno, les mecs qui aimaient la drum and bass. Enfin, nous, ça nous semblait complètement bizarre de penser comme ça, parce que la musique est pas une chapelle, c'est plutôt quelque chose qui nous fait partager des émotions, des cultures, de voyager. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, elle est insaisissable, la musique. Et donc, nous, ça nous a parlé, et on s'est retrouvés là-dessus. Et avec Yvan, par exemple, on n'aime pas du tout la même musique à la base, mais on se retrouvait avec Gilles Peterson et avec ses sets. Donc en 2006, il y a vous, ce collectif Freshly Cut, basé à Montpellier, il y a Gilles Peterson, qui est français mais qui est basé à Londres. Pourquoi 7 ? Alors on était sur Montpellier, on avait envie de faire des choses à Montpellier, mais en fait pareil, à Montpellier il n'y avait rien qui nous faisait vibrer. Les lieux qu'il y avait à l'époque pour la musique et pour le spectacle n'étaient pas super, ou alors il fallait faire Boréalis, il fallait aller à Grammont, nous on voulait pas ça, on voulait quelque chose de plus réduit, de plus intimiste, et en fait on a des affinités avec Seth depuis très très longtemps, on a tous nos amis là-bas, et donc du coup on s'est dit non, allons à Seth en fait, parce que ça nous plaît en fait. La ville nous plaît, la nourriture est fantastique, les traditions, il y a une identité, une singularité, il y a la mer, il fait beau, le théâtre de la mer est un endroit sublime. Là, tout d'un coup, on s'est plus posé la question. Et en fait, c'est là où je suis content avec le recul quand on analyse ces 20 ans, c'est de se dire qu'on a fait des choix avec le cœur, en fait. C'est-à-dire, c'était pas logique d'aller à Seth. Tout le monde nous disait, mais qu'est-ce que vous allez faire à Seth ? Mais nous, en fait, on savait très bien qu'à partir du moment où Seth, c'était un petit joyau, un petit trésor qu'il fallait découvrir, un petit secret. Et on savait que les gens qui viendraient à ce festival, ils adhéreraient à Seth parce qu'ils trouveraient de quoi être heureux dans cette ville. On se disait que c'était un endroit qui était hyper enrichissant pour nous, en tout cas qui était très stimulant. Et dépaysant aussi pour notre public, qui au départ était très très anglais. Mais ça, en vrai, on le savait pas. Au début, je veux dire. Mais c'est vrai qu'après... Non, mais c'est vrai, il a raison. On était à 70%. Ouais, on était même plus que ça. Sur les premières éditions, on était presque à 80% de public anglais. Et ils ont adopté Seth, comme disait Guillaume, comme Seth les a adoptés. Et c'est aussi un des succès du festival, c'est qu'on a réussi à faire accepter le festival aux Anglais et aux Sétois. Et que c'est devenu maintenant quelque chose, un rendez-vous naturel, c'est naturel. Et le public a un petit peu bougé. Et maintenant le mélange, il y a toujours 50% d'anglais, mais ça vient un peu on a vraiment le nom worldwide est vraiment maintenant mérité, parce qu'on a des Anglais, des Américains, des Japonais, on a même des gens qui viennent d'Ouzbékistan. C'est vraiment très très ouvert. On a fait la liste d'ailleurs, la liste dans le livre justement de toutes les provenances, de la répartition, pour que justement tout le monde nous le demande. Donc dans le livre il y a les réponses à tout ça. En fait on s'est rendu compte que oui, nous la première année on pensait pas ça, on savait pas. En fait nous on a vraiment fait un festival avec le cœur, très peu d'argent, des têtes d'affiche. La première année elle est incroyable, il y a Tellier, il y a Gonzalez, il y a Solène Pimp, c'était fou, tu vois. C'était vraiment un truc on pourrait pas revivre maintenant, c'était incroyable. Mais on ne savait pas, on ne se doutait pas qu'on allait avoir une telle communauté qui allait suivre Gilles et qui allait traverser la Manche et venir à Seth. Et maintenant, ça y est, c'est facile pour eux. Et même limite, on a mis Seth sur la carte, tu vois, pour eux. C'est-à-dire que maintenant, presque pour la communauté worldwide, c'est sûr, ils connaissent tous mieux Seth que Montpellier, tu vois. Et on est assez content d'avoir joué ce côté-là, parce que ça nous ressemble bien et qu'on est très heureux dans cette ville. Alors justement, cette ville de Seth, il y a quand même plusieurs unités de lieux. On a parlé du théâtre de la mer, il y a aussi la plage, la symbolique de la plage, il y a eu aussi le mall. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre ces éditions, vous avez décidé d'investir plusieurs lieux. Ça a été quoi cette philosophie, le musée aussi pour le Valérie? Comment vous appréhendez, vous, cette question d'un festival qui va être en plusieurs lieux? Déjà, l'idée, c'était... Alors, tout ce on s'est toujours dit avec Yvan et Gilles, c'était qu'on voulait toujours qu'il n'y ait qu'une scène qui joue en même temps. Ça, c'est un leitmotiv qu'on a depuis toujours. On n'a jamais fait jouer 2 scènes en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que les festivaliers vivent la même expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Il y en a qui ont aimé, pas aimé certains groupes, mais on voulait qu'il n'y ait pas de choix
choix à faire, premièrement. Deuxièmement, on avait très envie d'un festival ouvert sur la ville, ouvert sur les Sétois. Et donc, on a toujours essayé de faire des moments déjà gratuits. Donc, toutes les journées en général sont gratuites. Enfin, pas en général, toujours gratuites. Et on est allé dans plusieurs endroits de la ville. Donc, le Centre régional d'art contemporain, le musée Paul Valéry, la plage, évidemment. Et des endroits qui nous inspirent et dans lesquels on est bien accueillis. Et après, il y a le soir au Théâtre de la Mer. Donc depuis 2016, on est que au Théâtre de la Mer, mais avant 2016, les 10 premières années, on avait notre live au Théâtre de la Mer et après on enchaînait sur une nuit complètement folle sur la zone du Saint-Christ où il y avait 3 à 4 000 personnes et où c'était... Donc là, on est au bord des bateaux, on est au pied du phare, c'est ça? On est au pied du phare, on est au bord de l'eau, un endroit sublime. Mais par contre, pareil, on l'explique dans le livre, un endroit qui nous coûtait énormément d'argent, beaucoup trop, qui nous faisait perdre de l'argent chaque année en fait. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est un festival avec un petit budget. Hein, ouais. On n'est pas, avec des contraintes françaises. C'est ça. Oui, on a un petit budget. C'était très compliqué. Et nous, ce qui nous motivait le plus, c'était l'expérience pour nos festivaliers. Et donc, pour les Sétois. Et c'est vrai que ça, c'est avant tout pour les Sétois, pour qu'ils puissent vivre l'expérience du festival sans avoir à payer quoi que ce soit. Et pour vivre ce mélange, parce que Guillaume en parlait aussi, là quand on regarde sur la carte des provenances des festivaliers, on est worldwide. 20 ans du festival, on va vous demander peut-être des grands moments, mais je voudrais avant revenir sur ce coup de génie. Je vous félicite sur ce Théâtre de la Mer où vous avez eu l'idée d'inverser le public, le dance floor et l'artiste. Qui c'est qui a eu cette idée? Alors c'est Boris. Boris. C'est Boris, c'était notre troisième associé qui travaille plus avec nous maintenant depuis presque 10 ans, mais avec qui on est toujours très proche. Et c'était lui qui était toujours à la pointe et à l'envie de faire des choses un peu nouvelles techniquement. Donc là, qu'est-ce qui se passe techniquement à minuit? Et à minuit, en fait, ce qui se passe, c'est que donc les artistes jouent sur scène et à minuit, on tourne le son. C'est-à-dire que le son est projeté vers la mer, la cabine de régie devient la cabine de DJ et les gens envahissent la scène qu'on a débarrassée des instruments et dansent sur la scène. Et donc cette idée-là, au début, on a eu vraiment du mal à la soumettre à la ville de Sète, mais on avait l'ancien maire de Sète qui nous aimait bien et qui avait envie toujours, qui trouvait qu'on avait un peu des idées sympas, donc il nous a dit oui. Et au début, ça faisait un peu la tronche, mais au final, maintenant, c'est resté. Et on sait qu'il y a d'autres festivals et d'autres acteurs culturels qui s'en servent et qui l'utilisent. Donc on est hyper content en fait. Pour revenir à ce festival, à ses 20 ans, vous êtes aussi un événement défricheur. Est-ce qu'il y a eu, Yvan, des artistes qui sont devenus des stars internationales? Vous nous en citer 2 ou 3 exemples. On parlait de la première édition, il y en a eu quand même Sébastien Tellier à son tout début, on a eu Gonzalez aussi, qui était inconnu. Moi personnellement, mes plus gros coups de cœur, c'était Anderson .Paak, rappeur très soul qui maintenant a fait le Super Bowl. Et qui est le mec de Maria Carey. Ah bon? Ouais, j'ai vu ça dans un journal. Ça, c'est une excuse. Non, pour dire un peu le niveau du gars, quoi. Voilà, il est vraiment venu au tout début et ça a été une aventure incroyable avec lui parce que son management, c'était la première fois qu'il jouait en Europe et sur une scène, il a accepté de jouer pour presque rien. Et le concert était magnifique pour ceux qui... C'est un petit peu comme le concert qu'il y a eu des Daft Punk dans l'arrière-pays, ici, où tout le monde dit qu'il y était. Le concert de Anderson .Paak ce lundi au Théâtre de la Mer, tout le monde dit « Ouais, c'était génial, j'y étais, c'était mortel ». Et Anderson .Paak a tellement kiffé être là et ce public, en fait, notre public qu'il rencontrait pour la première fois, il s'est mis derrière la basse, il s'est mis derrière la batterie, il a tout fait et il a fait un show. Le management nous disait c'est 1 heure. Et il a joué 1h30 et il en redemandait. Et donc voilà, pour moi c'est un des plus, même en parlant, j'ai les poils et tout, c'est vraiment quelque chose. Et surtout qu'en plus il est devenu une star intersidérale et vraiment mondiale. Après il y a d'autres artistes plus niches comme Floating Points qui a fait vraiment ses premiers pas chez nous en tant que DJ et qui maintenant fait des ballets avec les plus grands orchestres
et chorégraphe et qui passe au Japon, pareil, enfin voilà, qui est devenu très très grand. On parle de Fortet aussi, que Yannick connaît très très bien. Et on a une scène électronique qui est vraiment passée par chez nous pour se développer après. James Blake. Voilà, James Blake évidemment, Nicolas Jarre, qui sont passés chez nous avant de vraiment passer à l'international. Et ça, on est tous très fiers, Gilles et nous aussi, d'avoir accueilli ces artistes à ce moment-là. Et je pense que c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on fait toujours attention de faire des programmations qui pour nous augurent ce qui va se faire dans le futur. Alors vous êtes des mélangeurs de styles, des découvreurs de talents. Est-ce que c'est cela qui rend finalement le Worldwide Festival différent des autres festivals d'été ? Moi, je pense pas. Ce qui le rend différent, c'est la communauté et ce que vivent les festivaliers pendant cette semaine. En fait, bien sûr que la pluralité des musiques et tout contribue à ça, mais ça, c'est la marque de Gilles, c'est notre marque à nous. Non, moi, je pense que ce qui fait que ce qui fait que le festival perdure et en tout cas suscite cet enthousiasme toujours après toutes ces années, c'est que je pense que les festivaliers savent qu'ils vont passer une semaine incroyable à découvrir des choses, voir des artistes confirmés, parce que quand même on a aussi quelques têtes d'affiche, même si c'est de plus en plus difficile, parce que nous on fait pas la guerre au budget, enfin aux filles d'artistes, enfin en tout cas pas de surenchère, ce genre de choses. Mais par contre, non, ce qu'on remarque, c'est que les festivaliers reviennent parce qu'ils savent qu'ils vivent une semaine exceptionnelle dans l'année et que dans cette semaine-là, ils vont retrouver tous les amis qu'ils ont autour du monde et leurs amis worldwide, ce qu'on appelle Worldwide Family. Et donc en fait, c'est un peu comme quand vous saviez, vous allez en vacances avec vos parents quand vous étiez petits, toujours au même endroit pendant 2 semaines. Et ben vous retrouviez vos copains et ben vous passez 2 semaines extraordinaires. Ben je pense qu'on a recréé ça pour des grands adultes, enfin des jeunes adultes, je sais pas comment on dit, mais pour des personnes qui ont envie de revivre ces moments-là et des moments voilà tous ensemble autour de célébrations, de fêtes et de musique. J'ai envie qu'on parle de cette 20e édition qui arrive là dans quelques jours. Il y a un fil conducteur, quelqu'un qui est très important dans la musique électronique française, Laurent Garnier, qui a été là depuis quasiment 15 ou 20 ans. Et d'autres belles surprises. Yvan, peut-être ce rapport avec Laurent Garnier, le plus... Laurent, c'est un petit peu le Gilles Peterson français, c'est un passeur de son, c'est un passionné, on le voit dans son émission radio, c'est quelqu'un qui est comme Gilles, qui est pas attaché à un genre musical précis, c'est-à-dire qu'il est aussi bien, là on écoute son émission, il y a de la jungle, de la techno, de la world music, du jazz, et comme tu dis, il est attaché au festival, il fait partie de notre ADN aussi, parce qu'il a joué très très tôt pour nous, et sans parler d'argent, sans parler même de limitation dans le temps. Quand il commençait à jouer, on n'arrivait plus à l'arrêter. Laurent, ouais, moi j'ai un souvenir, ça fait aussi partie de mes plus grands souvenirs. On a fait une édition à Shanghai en 2007. Il nous a accompagnés sans trop savoir qui on était, vraiment à la confiance, grâce à Gilles. Et il a joué de minuit à 9h du matin au bar rouge à Shanghai. À la fin, il n'y avait plus que nous, les gens, les serveurs voulaient qu'il parte et il s'arrêtait pas. Et il nous mettait, on lui demandait des morceaux, il nous mettait The Cure, il nous mettait Les Garçons Bouchés. En fait, Laurent, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui est comme Gilles et qui a envie de partager la musique et qui compte pas. Et honnêtement, Laurent, nous à l'époque quand on avait Freshly Cut, on avait un label de musique et on lui envoyait nos disques et il nous répondait des fax et il est comme ça, Laurent, il répond à tout le monde, il soutient tout le monde et en fait il peut pas s'imaginer, enfin on lui a déjà dit 1000 fois mais on lui redira et dans le livre il y a une grosse interview de lui, mais il peut pas imaginer à quel point il a été important pour nous en termes d'inspiration, en termes de comment dire, d'état d'esprit, son état d'esprit de toujours être là, de toujours répondre, de dire oui, de dire non, parce qu'il est très cash aussi, c'est quelqu'un qu'on aime énormément, et aussi à quel point il nous a aidés pour le festival, parce que l'avoir avec nous, c'était quand même extraordinaire. Donc Laurent, pour nous, c'est un frère. Et Laurent Garnier est là cette année. Il est là, c'est la tête d'affiche du mardi. On était obligés. On était obligés. Bon, il n'y a pas que lui. Alors justement, dites-nous un peu votre top 3, top 2, 3, à pas rater cette année. Moi j'ai un top 50, parce qu'il y a 55 artistes, alors je peux te dire que j'ai un gros top 50. Yvan a beaucoup fait la programmation, c'est la tête pensante. Yvan fait la programmation avec Gilles toute l'année, voilà. Donc ça, allez, 3. Non, 3 c'est impossible.
Vas-y. Bon, alors moi je dirais Goldie, parce que comme disait Guillaume, on vient de, voilà, au début c'était Freshly Cut, c'était quand même la drum and bass, c'était ça qui nous motivait. Alors, redis-nous qui est Goldie, peut-être pour le. Goldie, c'est un des inventeurs, vraiment un des précurseurs de la drum and bass. Il a créé un son très très particulier, il a inventé même des techniques d'enregistrement qui ont fait que la jungle à un moment donné a évolué en drum and bass. Après ça c'est un peu technique. Un style anglais. Style très anglais. En plus c'est un personnage haut en couleur. Il a joué dans un James Bond, il est graffeur, il a joué dans Snatch. Il a des dents en or. Il a des dents en or, il a été marié à Björk. C'est vraiment un personnage bigger than life et là il vient nous présenter, il est déjà venu jouer en DJ mais là il vient présenter un live et pour nous ça compte beaucoup parce que dans son live c'est le batteur du groupe Pulp. Alors pour certains ça dira rien mais pour les passionnés de musique un peu indé rock, Pulp c'était le groupe des années 90 et d'avoir ce batteur qui est un génie qui bosse avec Goldie, c'est juste le bonheur ultime et en plus entre Guy et moi, ça fait le pont aussi. Ouais. Guy est fan de musique indé et de Pulp et de Jarvis Cocker, le chanteur de ce groupe. Et on a Goldie et Pulp en même temps pour le même prix. Et donc ça, pour moi, c'est un gros highlight c'est un truc important du festival. Après, il y a Laurent, évidemment. Bon, il y a Laurent. Non, évidemment, Laurent lui donne. En fait, il a jamais joué au Théâtre de la Mer pour nous. Et en fait, on lui a dit, écoute, là, maintenant, c'est cette année, il était trop heureux. Et on se dit, bon, allez, tu fais toute la nuit. Donc, il sera là avec BCUC, qui est incroyable, et Norman G. Donc, grosse soirée. Il y a Floating Point aussi, qui programme toute une journée, le mercredi. On est sur une programmation aussi très féminine. Hein. Ça aussi, Gilles est beaucoup attaché à ça. Alors, pas peut-être de parité, mais vous étiez assez précurseur. Je me souviens, on en avait parlé il y a déjà 5 ou 6 ans. C'est important. Moi, je parle sur ça parce que c'est vraiment Yvan qui s'en occupe juste. Et en fait, nous, on a toujours décrété qu'en fait il y aurait autant de femmes que d'hommes avant même qu'il y ait la parité. En tout cas, on voulait avoir le plus d'artistes féminins possible et pour nous c'est une évidence en fait que un festival doit représenter ça. C'est comme par exemple on n'aime pas avoir de zone VIP dans notre festival parce que dans la vie il n'y a pas de zone VIP, donc il n'y a aucune raison que le festival soit plus bête que la vie. Et ben là c'est pareil, pourquoi est-ce qu'on ferait, vous voyez, donc à un moment donné il suffit juste d'écouter, d'ouvrir les oreilles et de dénicher des talents féminins qui nous enchantent et pour nous ce n'est même plus une question. Pardon Yvan, je t'ai coupé, mais je suis absolument d'accord. Voilà. C'est pas une question de quotas, on s'impose pas des quotas, c'est vraiment naturel. Et on est très très fiers de ça et comme disait Guillaume, ça fait depuis le début qu'on essaye vraiment de... Voilà, que c'est même pas on essaye, c'est naturel, ça vient naturellement parce qu'on écoute toutes sortes de musiques qui viennent de toutes sortes de pays, mais aussi tous les genres sont représentés et on fait pas particulièrement attention à ça, c'est juste vraiment vraiment naturel. Avant de finir sur le livre, j'ai envie de vous demander... Du coup, tu nous avais quand même demandé un top 3. Un top 3, oui. Tu m'as dit que c'était impossible, vas-y, 2 autres allez. Non, mais je reviens quand même à la charge. Non, sur le justement, on parlait de genre et on a une artiste qui s'appelle... un artiste qui s'appelle Beverly Glenn Copeland qui va présenter, qui est pour moi je sais pas si ça vous dit quelque chose, Anthony and the Johnsons à un moment donné, et pour moi c'est un petit peu l'héritier de ça, et c'est sur la journée que Floating Points curate, et je pense que ça va être un moment très spécial pour les 10 prochaines années à venir sur le festival, on va s'en rappeler. Chanteur, oui. Ouais, il y a Bilal aussi. Bilal, alors pareil, Bilal, moi quand je l'ai présenté sur le line-up, je disais Chef Bilal. Non, c'est Bilal qui est un chanteur américain de soul, qui a travaillé avec les Roots, qui a travaillé avec les Soul Quarians, et surtout, il a sorti un album magnifique qui s'appelle First Come Second, et que j'invite tout le monde à écouter parce que cet album est sorti en même temps que l'album de D'Angelo, qui est mortel, le premier album de D'Angelo, l'album de Jill Scott, tout cet album de Neo Soul qui est sorti au début des années 2000, en 2001, exactement cette année. Et il n'a pas eu de chance, il a sorti à ce moment-là et personne l'a écouté. Et maintenant ça revient, il a été après adoubé par, on l'a dit, The Roots, par Prince. Ouais. C'est lui qui a fait l'hommage à Prince qui s'est déroulé il y a quelques mois, quelques semaines, et où la famille de Prince et les héritiers de Prince ont vraiment dit, s'il y en a un qui peut chanter Prince sans problème, c'est Bilal. Et donc je suis très très fier d'avoir Bilal sur le line-up, et ça fait aussi partie de mon top 3 sans problème. Après je pourrais continuer sur le reste. Sans problème. Non, c'est bon. Un coup de cœur aussi, Guillaume cette année ? Oui. J'ai pris au dépourvu. Non, moi j'attends
j'attends avec impatience Laurent, vraiment en vrai quoi. Parce que c'est plus que c'est vraiment un ami et voilà, on a envie de les voir. J'attends aussi Fulgence, Soulance pardon, qui est le mélange de souliste et de Fulgence. Voilà, moi c'est plus des copains que j'attends. Et après je me laisse souvent je découvre et je me laisse séduire par ce que j'aime, et parfois il y a des choses que j'aime pas, je le dis et puis aucun problème, mais voilà, donc je vais me laisser surprendre comme le public. Ouais, la surprise est un élément important du festival. L'année dernière, on avait Roger, que personne connaissait. Oui. Mais Roger, par exemple, Un ça a été Brésilien, un incroyable. Brésilien, voilà, incroyable, qui est le nouveau CO George. Personne ne le connaissait. Moi, je me rappelle quand je l'ai programmé, on a fait c'est Roger, pourquoi pas Jean-Pierre. Et Roger, il a allumé le théâtre de la mer en entier. Les gens, ils pleuraient, les gens, ils dansaient. Lui, il est parti dans le public, il voulait plus s'arrêter. Alors que le lendemain, il avait un avion à 4h du matin. Et moi, c'est ça aussi le Worldwide, c'est cette émulsion et voilà, c'est découverte. Vous avez un magnifique objet entre les mains. Oui. C'est le moment. Qui vient de sortir. Donc, promo, c'est quoi? C'est un livre? On vient de le reçu recevoir ce matin. C'est le livre en fait des 20 ans. En fait, on s'est dit, ça fait 1 an et demi qu'on y réfléchit. On se dit bon, comment est-ce qu'on marque le coup? On n'avait pas envie de faire de choses vraiment très spéciales. Et on s'est dit la meilleure façon, c'est de raconter l'histoire, parce que nous, c'est vrai qu'on se raconte pas beaucoup sur les réseaux ou sur, enfin voilà, on n'aime pas trop ça, on se montre pas trop. Et là, on s'est dit voilà, on a vraiment des fans qui nous ont suivis et ils ont peut-être envie de savoir la grande histoire, toutes les petites histoires, les anecdotes, les interviews, les gens qu'on aime, voilà, les belles photos. Donc c'est un livre qui est assez beau, on est très touchés, on est très heureux de l'avoir reçu, on est très heureux du résultat. On va faire pendant le festival une signature à l'Échappée Belle le 3 juillet, le vendredi 3 juillet. Voilà, à partir de 11h, je crois, du matin. Et on sera là avec Gilles pour signer les exemplaires. Et c'est vraiment, voilà, 250 pages de notre histoire qu'on avait envie de d'écrire, de poser pour pouvoir la ranger, pour pouvoir la donner, la montrer, inspirer peut-être des jeunes qui veulent faire de la musique, nos enfants. Mais on voulait aussi le ranger pour ouvrir un autre chapitre et recommencer, parce qu'on n'est pas tellement des gens du passé ni de la nostalgie, mais voilà, il fallait un objet comme ça pour clôturer ces 20 ans. Backline, les coulisses de la musique. Cet objet, donc rendez-vous du 28 juin au 5 juillet. Les places au Théâtre de la Mer, malheureusement, sont quasiment toutes complètes, mais il y a, vous le disiez, 60% de spectacles gratuits, l'après-midi à la plage, à la Ola, il y a plein de choses à faire, même si... que les gens viennent tous nous rejoindre à la plage, à la Ola, et c'est vraiment, en général de 15h à 20h, il y a de la musique, il y a des super artistes, et c'est là où on se rencontre tous, et où on apprécie tous se rencontrer, tous se retrouver. Merci Yannick, merci Liam, merci Yvan, merci d'avoir pris le temps de partager avec ce moment avec nous. 20 ans après sa création, le Worldwide Festival continue de faire danser, découvrir et rêver. Rendez-vous est pris entre le 28 juin et le 5 juillet où Sète redeviendra la capitale mondiale des musiques sans frontières. C'était un épisode spécial de Backline, les coulisses de la musique, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Et on dit Worldwide ou Worldwide? Franchement, nous on accepte tout. Worldwide. 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 Merci. Backline, les coulisses de la musique. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Les podcasts Midi Libre. Sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming.